Bon, alors, Hélène vous a présenté la partie chiffres. Ce qu'on a fait ensemble, c'est, on pourrait dire, une pierre deux coups. C'est-à-dire qu'on a utilisé, avec l'aide du CRAAC, avec la personne qui était une experte, qui est allée en entreprise chercher et valider l'information, on a donc joint à cela une enquête portant sur les meilleures pratiques, en fait les bonnes pratiques en entreprise. Donc, on a fait mesurer en même temps un autre aspect de l'entreprise. C'est tout d'abord, juste pour vous préciser que cette enquête-là qu'on a menée visait tout d'abord, bon, il y avait toute la notion d'avoir pour les conseillers des ratios technico-économiques, comme Hélène vous l'a présenté, mais ça visait aussi à obtenir un portrait des entreprises et des facteurs de succès, surtout sur des bonnes pratiques. Alors, on voulait aussi, par cette enquête, encourager les entreprises du secteur à évaluer leur performance, à se comparer, mais aussi à s'inspirer de bonnes pratiques. Puis ça va être ma présentation à moi. Également, on s'est dit, sûrement que va ressortir dans ces bonnes pratiques-là aussi des défis. Parce qu'on le sait que certaines entreprises ont des forces, puis on le sait, elles nous l'ont dit, ont certaines faiblesses. Fait qu'on a dit, on va prendre ces faiblesses-là, puis on va s'en servir, puis on va diffuser cette information-là, parce que quand on fait de l'accompagnement, quand on veut aider nos entreprises, ça peut être des pistes pour les accompagner. Tout d'abord aussi pour vous dire qu'en introduction, c'est que ce travail-là d'identification des entreprises, ça avait été fait déjà un petit moment. On avait demandé la collaboration des associations touristiques régionales et les directions régionales du MAPAC pour nous identifier dans les régions des entreprises qu'ils considèrent être des entreprises leaders d'un point de vue touristique. Donc, avait été établi un certain canevas de critères et puis on avait demandé à nos répondants de nous soutenir dans cette identification-là des entreprises. Et à partir de cela, on avait une banque d'entreprises et à partir de cette banque-là, c'est là où on a sollicité nos entreprises à participer à la démarche. Certaines, évidemment, ont accepté parce qu'on en visait 30 et on a eu nos 30 entreprises, mais on avait quand même un bassin un peu plus grand d'entreprises. Et celles qui n'ont pas participé, ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas des entreprises leaders, elles le sont tout autant. C'est juste que pour toutes sortes de raisons, les gens ne pouvaient pas, ou en tout cas, ce n'était pas possible pour eux à la période où on leur a demandé de participer, de le faire. Alors, tout d'abord, c'est ce que je vous ai parlé. Je vais aller plutôt ici. Tout d'abord, pour vous dire que comme vous l'avez vu avec Hélène, c'est sûr que c'est très variable, les entreprises qui ont été identifiées. On n'a pas décidé de prendre que des producteurs d'alcool, mais il y avait vraiment une variété d'entreprises. Ça amène, à ce moment-là, dans la diversité des entreprises, ça amène des profils d'entreprises qui sont différents. Et dans ce sens-là, ça amène aussi des entreprises qui opèrent dans différents domaines, dans différentes régions, qui ont différentes réalités, qui offrent différentes activités et des services aussi différents. Là, je suis vraiment en mode d'introduction, j'essaie de vous faire ressortir quelques éléments clés. On a des profils, puis on a des connaissances qui sont variées et des façons de faire qui le sont tout autant dans ce qu'on a récolté en termes d'infos. La majorité des entreprises offraient minimalement une activité éducative et un point de vente à la base. Donc, éducative, c'est pas tant dans l'esprit d'avoir des fermes découvertes, mais c'est dans l'esprit de dire qu'on fait une animation, qu'on a un programme à proposer, qu'on a des activités à proposer. L'agrotourisme représentait pour les entreprises un chiffre d'affaires d'environ 57 que l'agrotourisme représentait, 57 du chiffre d'affaires. Donc, on s'aperçoit que l'agrotourisme, ce n'est pas une activité qui est marginale et qui est en parallèle aux opérations de la production ou des productions. C'est vraiment des entreprises qui accordent une réelle importance au volet de l'agrotourisme et à leurs activités, et ils consacrent temps et énergie, évidemment, argent. Maintenant, ce qu'on a fait ressortir, c'est que 80 des entreprises ont connu une moyenne de croissance de 20 au cours des dernières années. Donc, on a des entreprises qui sont en croissance. Les répondants ont revu leur offre d'une façon générale concernant leurs produits, les activités et les services, que ce soit en les modifiant, en les améliorant ou en développant de nouveaux. Donc, ça, c'était vraiment généralisé.
Évidemment, cette réalité-là les oblige à constamment innover parce que si on développe toujours de la nouveauté, en même temps, on doit innover en parallèle. Les innovations qui ont été apportées dans les entreprises concernent donc les produits, les suivis au niveau du service à la clientèle, et ils nous ont identifié l'expérience client, les maillages d'affaires et le marketing. Tous les répondants ont amélioré leurs compétences d'une façon ou d'une autre au cours de la dernière année. Donc, on a analysé les meilleures pratiques sous 4 axes, donc les principaux champs d'intérêt ou d'intervention de l'organisation. Donc, on a mesuré l'aspect organisationnel, l'aspect clientèle, l'aspect mise en marché, promotion et l'aspect produit, vente et production. Alors, au niveau des bonnes pratiques, au niveau de l'axe organisationnel, ce que l'on a retrouvé essentiellement, c'est que tous ont une planification stratégique. C'est-à-dire que 70% des entreprises se sont dotées d'une planification. Donc, c'est soit un plan d'affaires, c'est soit un plan d'action avec des orientations stratégiques. Soit dit en passant, vous pouvez prendre des photos, ça ne me dérange pas, mais je veux juste vous dire que le rapport qu'on va vous remettre plus tard, ça inclut tout ça. C'est juste pour votre info. Et qu'en même temps, bien, elles ont une vision. En ayant un plan d'affaires et un plan d'action, elles ont une vision de ce qu'elles souhaitent accomplir à moyen et à long terme. Ils sont soucieux des compétences. Ça, c'est vraiment ressorti. 100% des répondants ont identifié qu'en 2016, ils avaient réalisé une activité de perfectionnement. On parle de formation, de coaching, de soutien-conseil, de mentorat. Ce qu'on a retrouvé aussi, une espèce de corrélation, parce que le parcours scolaire de plusieurs de nos entrepreneurs qu'on a sondés nous laisse en tout cas entrevoir qu'ils appliquent les connaissances acquises. Donc, on se perfectionne comme entrepreneur, comme propriétaire dans notre entreprise, on va se perfectionner, mais on l'applique, on revient et on l'applique à notre entreprise. Puis en parallèle de ça, bien, c'est qu'on est toujours intéressé à peaufiner notre perfectionnement, puis on applique ce perfectionnement-là avec nos employés. Puis ça touchait essentiellement ici leur perfectionnement avec l'expérience client, le profil et les attentes de la clientèle et l'optimisation de leur boutique. Donc, ce sont des aspects pour lesquels ils sont encore intéressés à peaufiner leur connaissance. Ce n'est pas complet. Au niveau des bonnes pratiques également, ils accordent une importance aux ressources humaines. 53% des répondants proposent de la formation continue ou du perfectionnement à leurs employés. Donc, la moitié, déjà en partant, c'est clair, on fait ça. Et 67% se sont dotés d'un manuel pour leur personnel. Ça nous a surpris parce que c'est quelque chose qu'on avait entendu dire que c'était un besoin qu'avaient les producteurs. Ce n'est pas quelque chose qui était connu. Alors, on voit que le 2/3 des répondants s'étaient dotés d'un type de manuel comme ça. Les entreprises qui ont innové ou mis en place de bonnes pratiques au cours des 3 dernières années, ça, on leur a demandé. Ça touchait quel aspect? Donc, ici, ils nous ont identifié que ça touchait surtout les méthodes d'organisation au niveau des ressources humaines, le financement et la rentabilité, la mise en place aussi d'un plan de transfert ou de relève. Au niveau de l'axe clientèle maintenant, ils améliorent leur expérience client. 87% nous ont dit qu'ils avaient apporté une amélioration au cours des 3 dernières années, mais que 97% prévoyaient l'améliorer encore plus. Donc ça, c'est un aspect très intéressant qui a été soulevé. On voit que ça retient beaucoup l'attention des exploitants. Ils entretiennent une bonne relation avec leur clientèle locale, puisque 48% de la clientèle se situe dans un rayon là, de 40 km autour. Donc, 44% de la clientèle aussi est touristique, donc à plus de 40 km, ce qui les amène à environ 63% de nos producteurs à investir en promotion en dehors de leur région. Au cours des 3 dernières années, les entreprises qui ont innové ou mis en place des bonnes pratiques au niveau de l'axe clientèle, concernant l'expérience client, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont surtout ajouté de nouvelles activités expérientielles ou encore amélioré celles existantes, et ils ont surtout travaillé au réaménagement ou au design des espaces existants pour l'optimisation de leur boutique. Au niveau des connaissances clientèle, ils nous ont mentionné qu'ils mettaient en place des sondages. C'est important pour la connaissance de leur clientèle, le profil, la provenance. C'est quelque chose qui est un manque dans plusieurs entreprises. On voit qu'il y en a plusieurs qui en ont mis en place, mais vous allez voir tantôt dans les défis, ça ressort. Ce n'est pas parfait comme connaissance encore.
Au niveau du service à la clientèle, ben, ils ont ajouté essentiellement des services comme la billetterie, des toilettes, des aires de pique-nique. Et en même temps, ben, c'est tout ce qui tourne autour de la boutique, site transactionnel, donc au niveau des ventes. Maintenant, concernant l'axe de mise en marché promotion, les entreprises sont assez actives dans leur région et ils cherchent vraiment des opportunités de maillage et de réseautage. Ça a été très clairement identifié. 80% offrent déjà des forfaits ou des activités en partenariat avec d'autres entreprises. C'est quand même pas mal. Ça veut dire qu'on cherche à travailler en maillage avec d'autres entreprises. Et le 2 tiers des entreprises aussi proposent des dégustations de leurs produits en accord avec d'autres produits de leur région. Donc, encore une fois, on voit qu'on veut maximiser nos maillages avec les autres. Et on le fait. Là, on voit que ça, c'est des choses qui sont déjà en place. En moyenne, ben, tu vois, Hélène, elle nous parlait tantôt de 4 3-4 c'est à peu près ça qu'on a récolté donc en investissement en promotion de leur budget. Puis les principaux moyens utilisés, c'est les principaux moyens traditionnels, mais il n'empêche que le premier identifié est quand même les médias sociaux. Alors donc, ça va avec ce qu'on entendait plus tôt ce matin. Bon, il y a l'affichage touristique, des adhésions, on appartient à des routes, des circuits, on fait des dépliants, on fait des cartes, on a un site web, tout ça. Près du 2 tiers aussi font des activités promotionnelles, donc à l'extérieur de leur région. Au niveau des actions, je pense que là, ça, je l'ai dit, hein? Oui, c'est ça, le prochain. Alors, elles se sont distinguées, les entreprises, au niveau des 3 dernières années. Alors, elles ont cherché à avoir une plus grande présence web. Elles ont vraiment travaillé leur site web. C'est les 2 priorités qui sont ressorties, réseaux sociaux et site web. Et on a retrouvé énormément la refonte et le déploiement d'une image de marque. Alors, ça, c'est quelque chose que les entreprises ont vraiment travaillé, mais en même temps, je vous dirais que ça va ressortir tantôt dans les défis. Ça ne s'arrête pas là. Une fois qu'on a travaillé un site web ou qu'on travaille nos médias sociaux, ça ne s'arrête pas là. On est déjà en retard. Des fois, il faut continuer. Fait que ça se révèle être un défi de demain aussi. Au niveau des maillages d'affaires, la forfaitisation et le référencement avec les entreprises locales, donc ça va avec tantôt, on travaille avec d'autres, on fait déguster des produits des autres entreprises. On veut vendre aussi d'autres produits dans les entreprises. Donc, elles le font déjà, elles ont travaillé cet aspect-là. Et puis, on veut aussi développer des produits en partenariat avec d'autres entreprises. Donc, on est un producteur de bleuets, mais on aimerait peut-être que la microbrasserie de notre coin travaille le bleuet avec sa bière, etc. Donc, on est dans une perspective où on veut pousser plus loin nos produits. Au niveau de l'axe produits, vente et production, 97% ont innové clairement. Donc, la majorité, là, finalement, presque toutes les entreprises ont travaillé au niveau de leurs produits au cours des 3 dernières années. Puis, 93% ben, veulent continuer de le faire pour les 3 prochaines années. Donc, ça aussi, c'est un gros morceau de l'entreprise. Là où elles ont innové ou mis en place de bonnes pratiques au cours des 3 dernières années, au niveau des produits, on a élargi la gamme, puis on a amélioré ceux actuels. Donc, on est toujours en mouvance, on innove. Au niveau, maintenant, les entreprises ont passé... On a ajouté des boutiques, on a modifié nos boutiques, on a ajouté des points de vente, puis on a ajouté des boutiques en ligne. Ça, c'est une préoccupation de plusieurs, la vente en ligne. Puis, ce n'est pas fini. Les entreprises nous ont aussi dit c'est quelque chose qu'on veut de plus en plus insérer, on veut de plus en plus faire de la vente en ligne, bien évidemment, sauf pour les alcools, mais pour les autres produits, c'était clairement identifié. Au niveau de la production, on parlait surtout au niveau des équipements. On a donc travaillé dans les dernières années le changement de nos équipements et au niveau des fournisseurs également. Donc, parallèlement à ces pratiques qu'elles ont développées au cours des 3 dernières années, ça s'est révélé, comme je vous disais tantôt, ça s'est révélé être aussi des défis pour certains. Je n'ai pas toujours le pourcentage qui dit, bon, bien, il y en a 90% qui l'avaient développé dans les 3 dernières années, puis là-dessus, il y en a 40% qui veulent le faire encore. Mais ça donne l'esprit général que ce n'est pas arrêté pour plusieurs entreprises, ce n'est pas comme fini. On est en mouvement, on est en innovation constamment. Donc, même chez les entreprises considérées comme leaders, on retrouve des pratiques qui pourraient être améliorées dans le but d'atteindre une meilleure performance.
Et à notre sens, on pense que différents accompagnements pourraient être développés et offerts aux entreprises pour accroître leur rentabilité et compétitivité. Les 2/3 d'ailleurs des répondants nous ont dit préférer avoir des mesures d'accompagnement sous forme de soutien-conseil en entreprise, quelque chose de très personnalisé en entreprise ou évidemment en forme de coaching. Donc, oui, on veut de la formation, oui, on veut de l'accompagnement, mais plus on nous prend un peu par la main, plus on nous aide concrètement, et ça, c'est ressorti très fortement. Au niveau de l'axe organisationnel dans les défis, bien, même si 70 de nos entreprises s'étaient dotées d'une planification stratégique, il faudrait quand même s'assurer que celle-ci soit complète. Puis je m'explique, c'est que il y a 20 des répondants qui s'étaient fixés des objectifs mesurables, donc que 20 avaient mis dans leur planification stratégique des objectifs qu'on pouvait mesurer à la fin. Puis, dans plusieurs des cas, ça ne couvrait qu'un aspect de l'entreprise. Ces objectifs mesurables-là pouvaient couvrir, par exemple, le nombre de produits vendus, mais ça ne couvrait pas d'autres aspects de l'entreprise. Alors ça, donc, oui, on en a une planification, mais est à travailler encore. C'est quelque chose qui est à être peaufiné pour mieux connaître la performance de notre entreprise. Le premier enjeu auquel les entreprises sont confrontées sur ce qu'ils nous ont répondu, c'est-à-dire 73 des entreprises nous ont mentionné que le recrutement et la rétention des employés étaient un enjeu majeur. 47 ont mis en place un outil pour permettre aux employés de donner leur avis sur les opérations de l'entreprise. 47 c'est pas beaucoup. On ne donne pas beaucoup de place aux employés de nos organisations pour nous permettre de mesurer ou d'entendre ce qui se passe. Puis ce sont des personnes qui sont en contact avec la clientèle. Donc, on devrait leur donner davantage de poids pour nous aider, pour nous alimenter, pour nous nourrir comme propriétaires, pour savoir un peu plus de certains changements qu'on peut apporter dans nos entreprises, à titre d'exemple. Au niveau de, toujours l'axe organisationnel, les répondants témoignent d'une faiblesse au niveau de la définition des tâches, les rôles, les responsabilités des ressources humaines. Et c'est clair, ils nous ont mentionné, on veut améliorer cet aspect de notre organisation. La communication, c'est pas clair. Le qui fait quoi, c'est pas clair. Le comment on le gère, c'est pas clair. Comment on doit se structurer, c'est pas clair. Même quand on avait des entreprises qui avaient des petites équipes. C'était pas juste des grosses entreprises. Puis ça, c'est vrai, je l'ai pas dit au début. Nos leaders, c'est pas juste des grosses entreprises. Il y avait vraiment une diversité. Les exploitants veulent connaître la rentabilité et le coût de revient spécifique par produit, par service, par activité. Ça, plusieurs ne le connaissent pas. En tout cas, ce matin, il y avait un défi, il y a une table de défi là-dessus. Il y a une belle expérience qui a été mise en place et je pense que Mme Dumoulin, j'oublie son nom, là, Justine, c'est ça, était là pour nous présenter. Merci, Lynn. D'ailleurs, ça part d'un projet du MAPAC, ça, et puis Justine, elle y avait participé et vraiment, une fois fait l'exercice, on voit que les gens sont convaincus et ils connaissent davantage leurs coûts. Au cours des 3 prochaines années, les entreprises vont s'activer essentiellement sur les méthodes d'organisation. Donc, ça a été identifié comme un défi. Il faut travailler là-dessus, puis il faut se mettre en place un plan de transfert puis un plan de relève. C'est pas acquis qu'on a tout ça dans nos entreprises. Okay. Au niveau de l'axe clientèle maintenant, 50 font une collecte régulière d'informations sur leurs clients, des clics-clics, là, mais cette collecte est surtout basée sur une estimation faite par des employés au service à la clientèle. Alors, dans ce sens-là, elles nous l'ont dit, c'est pas, on peut se fier, ça nous donne une idée. Il y en a qui disent qu'ils comptent le nombre d'autos dans le stationnement, il y en a qui font des clics à l'entrée, il y en a qui font un calcul sur la facture de vente, il y a toutes sortes de méthodes utilisées. Et c'est pour ça que 87 ont identifié cet aspect-là comme étant un besoin en perfectionnement. Donc, on veut se doter de meilleures mesures. C'est pas... Il faudrait trouver une mesure qui s'applique bien à notre entreprise, mais en même temps, il faudrait en connaître une qui nous donne de l'information encore plus complète que juste avoir un nombre de clics. Où elle vient, cette clientèle-là? Elle est passée par où? En connaître plus sur sa provenance, etc. 50 des répondants n'ont pas mis en place d'outils qui permettent aux clients de fournir leur appréciation suite à une visite. Ça devrait être beaucoup plus fort que ça, parce que ça, c'est important d'avoir le feedback de notre clientèle.
53 % ont une procédure des plaintes qui n'est pas connue de la part de leurs employés. Fait que quand ils sont au service à la clientèle, ils traitent avec un client, puis il peut y avoir une insatisfaction, par exemple, bien, elle n'est pas connue. Qu'est-ce que la politique de l'entreprise pour laquelle elle travaille, elle n'est pas connue auprès des employés. Qu'est-ce que je fais si le client n'est pas content? Qu'est-ce qui arrive? Si le client n'a pas aimé ça, c'était pas propre, je ne sais pas quoi, là, on jase, là, ça peut être sur n'importe quoi. Mais je fais quoi comme employé, moi, pour bien le servir s'il n'est pas content? Ce n'est pas le temps de dire, bien, on espère que votre prochaine visite, tout va être beau. C'est pas ça qu'il faut dire, il faut en prendre soin. Fait que ça, c'est important que cet élément-là soit pris en compte pour aider nos entreprises. Le tiers des répondants n'affiche le tiers, pas beaucoup, n'affichent qu'en partie leur période d'ouverture, les heures de visite, leur offre d'activité et les tarifs sur les lieux d'accueil et sur le site Web. On veut recevoir, fait qu'il faut se donner de l'information claire. Il faut que les gens sachent, avant d'arriver chez vous, quand on vous visite sur vos sites, ce minimum d'informations-là. Puis quand on arrive sur place, également. Bien que 80 % des entreprises disent former les employés sur l'expérience client qu'elles souhaitent faire vivre à leurs visiteurs, seulement que 30 % des entreprises se sont vraiment dotées d'un plan écrit qui détaille l'expérience client souhaitée. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas de plan. On ne peut pas donner non plus à notre équipe un plan pour les guider dans la façon dont on veut faire vivre notre expérience client. Alors, c'est sûr qu'on peut avoir un employé qui est là tout le temps et c'est lui qui nous fait vivre une belle expérience client. Mais à l'occasion, il n'est pas là. Puis à l'occasion, c'est d'autres personnes qui prennent le relève. Puis en période de pointe, on a plusieurs employés. Puis des fois, on a des étudiants qui arrivent aussi là-dedans. Donc, ce serait important que ça soit écrit. Tout le monde peut se l'approprier et tout le monde peut faire vivre l'expérience client par la suite à la clientèle. Donc ça, c'est vraiment un outil qu'il faut qu'il soit développé pour nos entreprises. Puis en même temps, bien, 83 % d'ailleurs le disent, ils sont intéressés à se perfectionner là-dessus. On ne sait pas toujours comment faire ça. C'est pas évident, effectivement. Donc on peut avoir de l'aide, puis il y a de l'aide qui existe pour justement aider nos entreprises à le faire. Que 30 % des entreprises font des évaluations sur la qualité des services offerts. Ça peut être, vous savez, les clients mystères, ça peut être différentes formules, mais il y a quand même peu d'entreprises qui utilisent ce genre de service-là. Pour les 3 prochaines années, les entreprises visent au niveau de l'axe clientèle, bon, ils veulent donc améliorer l'expérience client, ils veulent améliorer les connaissances de la clientèle et ils veulent également améliorer le service à offrir à leur clientèle. Au niveau du défi de l'axe mise en marché de promotion, ce qu'on dit essentiellement, c'est que 97 % des répondants n'ont pas de politique d'accueil adressée aux journalistes et blogueurs. Elle est où, notre belle conférencière Jennifer? Elle n'est pas là? Es-tu là, Jennifer? Hein? Fait que tantôt, là, il faut que tu reprennes ça. Parce qu'effectivement, on ne sait pas toujours comment recevoir les blogueurs, les influenceurs, à quoi on doit penser, qu'est-ce qu'il faut leur dire. Fait que je pense que tu vas faire un bout de chemin tantôt avec ça. Les entreprises vont s'activer sur les 3 prochaines années essentiellement sur une plus grande présence web et sur la refonte ou le déploiement de leur image de marque. Elles veulent créer des infolettes aussi à leur clientèle. C'est quelque chose qui a été dit très souvent. Au niveau des maillages d'affaires, bien, on remarque qu'on veut développer des forfaits, on veut développer davantage de référencement avec des entreprises locales, on veut faire la vente de produits d'autres entreprises dans nos propres boutiques et on veut surtout développer des produits en partenariat avec d'autres entreprises. Pour l'axe produit, en terminant, bien, 85 % des exploitants souhaitent améliorer leurs connaissances sur le parcours client. Bon, on veut optimiser nos boutiques, on veut optimiser la circulation des visiteurs dans nos boutiques, on veut favoriser l'expérience client là-dedans, on veut renforcer le positionnement de nos produits sur les tablettes. Donc ça, c'est un besoin vraiment identifié. Et puis, on veut continuer, évidemment, à élargir notre gamme de produits. Ça, c'est quelque chose que les entreprises ne cessent d'innover là-dedans. D'ailleurs, c'est notre belle richesse au Québec. On a des entreprises qui innovent dans les produits. Au niveau des ventes, on veut surtout ajouter des points de vente, des boutiques en ligne et on veut aussi exporter hors Québec nos produits. Un besoin ressenti donc. Au niveau de la production, bien, on est sur le changement des équipements, essentiellement.
Alors, par ces résultats, ce qu'on souhaitait, nous, c'était vraiment de donner, comme Hélène, une espèce de canevas, de réflexion qui permettent d'avoir des guides dans ce que les entreprises ont fait, puis ce qu'elles voudraient faire aussi pour l'avenir. Ça vous donne une réflexion. Puis pour les entreprises, bien, de pouvoir aussi vous identifier à certaines pratiques en disant, bien, c'est vrai, moi, je n'ai pas soit un plan de mon expérience que j'offre ou je n'ai pas soit un manuel de l'employé. Donc, ça vous, j'espère que ça vous nourrit un peu sur des pratiques que vous voulez améliorer dans vos entreprises. Alors, nous, c'était notre objectif, c'était vraiment par le rapport qu'on va vous remettre de vous inspirer ces modèles-là. Mais on a pensé, bien que l'enquête était anonyme, on n'a pas voulu identifier aucune entreprise. Évidemment, ce n'était pas l'objectif visé. Mais il y en a 2 d'entre elles qu'on a ciblées parce qu'elles avaient vraiment mis en place des choses le fun, des choses très tangibles, très terre-à-terre. Puis, vu qu'elles venaient évidemment de nos 2 régions clés ici, de la Montérégie et des Cantons de l'Est, on les a invitées, elles ont accepté avec grand plaisir de se joindre à nous. Alors donc, on va avoir une petite présentation de chacune d'elles et j'inviterai tout d'abord Stéphanie Ménard de la ferme Queen à venir nous présenter ses belles pratiques mises en place dans son entreprise. Et par la suite, il y aura Alain Demoy de la cidrerie du Minot qui viendra également nous présenter ses bonnes pratiques. Alors, merci à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je vous présente un peu notre ferme. C'est la ferme Queen à Notre-Dame de l'Île-Perrot. On est collé sur l'île de Montréal. Je suis copropriétaire avec mon mari Philippe Queen. C'est la ferme familiale de Philippe. On est une ferme de fruits et légumes. Donc, on a 100 acres. On fait tout de fraises, framboises, bleuets, maïs sucré, pommes, citrouilles, sapins de Noël, 100% soit à l'autocueillette ou en transformation sur site. Donc, tout est vendu à la ferme directement. Donc, quelques-uns des pratiques qui ont été retenues de nous à la ferme. La première, c'est dans la rentabilisation de la ferme, c'est qu'on charge un frais d'admission pour venir à la ferme. Donc, notre frais d'admission, c'est pour avoir accès à la ferme. Notre boutique, Pierre Pique-Nique sont séparés, donc vous n'avez pas besoin de rentrer dans la boutique, évidemment, mais pour aller visiter la grange d'animaux, pour aller jouer dans l'aire de jeu, pour prendre une randonnée en charrette, pour aller cueillir des fruits, on a un frais d'admission. Donc, quelqu'un qui s'intéresse juste à cueillir des fruits, qui ne s'intéresse pas dans l'aire de jeu avec les enfants, il y a quand même des frais d'admission pour entrer et avoir accès au champ de fruits. Ça varie. On a des prix différents dépendant de l'année parce que l'offre est différente. Donc, en hiver, présentement, c'est 2 $ par personne parce que l'aire de jeu est couvert de neige et moins accessible. On n'a pas de randonnée en charrette. Il y a moins de choses à faire sur la ferme. Mais si vous voulez venir flatter le cheval puis regarder des animaux pendant une quinzaine de minutes, c'est quand même 2 $ pour rentrer sur la ferme visiter. Et donc, ça augmente dans les temps plus achalandés de mi-mai aller jusqu'en décembre. C'est 5 $ par personne, 2 ans et plus, d'avoir accès sur la ferme. Et dans nos fins de semaine très achalandées, donc dans la cueillette de fraises, la fin de semaine du Saint-Jean et Fête du Canada, c'est 8 $ par personne. Et Festival d'automne, donc de mi-septembre à mi-octobre, où on a beaucoup de visiteurs pour la cueillette de pommes, c'est 9 $ par personne. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a vu, c'est que vraiment dans la rentabilité de la ferme, quand on regarde les profits à la fin de l'année, sont vraiment reliés aux frais d'admission qu'on charge. La ligne sur nos états financiers, le montant qu'on a à la fin de l'année, c'est vraiment proche à nos profits à la fin de l'année. Ce qui veut dire, tout le reste qu'on fait dans la transformation de la production de fruits et légumes, on ne fait pas d'argent. Et on s'est aperçu que la seule manière qu'on faisait de l'argent et qu'on avait des profits, c'était en chargeant un frais d'admission. Et on voulait vraiment s'assurer que ça soit intéressant pour nos enfants puis la relève dans le futur, qu'il faudrait, comme agriculteur, qu'on commence à faire de l'argent, si on va travailler aussi fort qu'on travaille pour qu'est-ce qu'on fait. Donc, qu'est-ce que ça aide aussi? C'est dans les frais d'admission, c'est qu'en ajustant les prix, les fins de semaine qui étaient vraiment achalandées, on a augmenté les prix, ce qui a fait qu'on a descendu un peu le nombre de visiteurs, parce qu'on était rendu vraiment dans le maximum de nombre de personnes, avec un 4800 personnes dans une journée sur site. C'était plus sécuritaire, c'était beaucoup trop achalandé, c'était pas agréable pour les clients, c'était beaucoup trop pour nous de gérer. Donc, en chargeant un peu plus cher et en gardant les autres fins de semaine, fin octobre, la température est moins belle, bien là, on a poussé des gens pour venir dans d'autres fins de semaine et ça nous a aidé à amener plus égal toutes les fins de semaine. C'était plus facile pour nous, c'était plus agréable pour les clients.
Et on savait aussi, une fois qu'on était rendu autour de 2500 personnes dans une journée, le montant dépensé par client descendait. Parce que les lignes d'attente étaient trop longues, il n'y avait plus de table dans leur pique-nique, donc ils ne dépensaient pas pour un lunch, ils rentraient dans la boutique, c'était beaucoup trop achalandé, donc ils ne restaient pas. Donc nous, on visait plus entre 2500 personnes à 3000 personnes par jour, et on gardait le montant dépensé par personne plus élevé. Et on avait peur, c'est certain que quand on commence, ça fait 8 ans maintenant qu'on commence à charger l'admission, que quand on a commencé, l'inquiétude, c'est qu'on va charger plus cher, mais qu'on va perdre des clients. C'est certain que c'est une inquiétude. Mais quand on a commencé, on savait que le montant par personne, 2 ans et plus, qui dépensait à l'autocueillette, c'était 10 $ pour aller faire la cueillette. Et si on mettait un frais d'admission de 5 $, bien, on augmentait les revenus déjà de 50 % par personne pour venir à la cueillette. Donc, on pouvait perdre la moitié de notre clientèle. On avait autant de revenus et on travaillait un peu moins fort, puis c'était plus agréable pour tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous, on ne visait pas perdre la moitié de nos clientèles. On pensait peut-être perdre un 10 à 20 % dans le plus gros, dans ces saisons-là. Et en fait, dans l'année complète, on a doublé le nombre de visiteurs dans 5 ans. Parce que on a pu augmenter l'expérience client. On peut mettre plus d'employés, on peut s'assurer que l'expérience en général est plus agréable parce qu'on a les moyens financiers pour investir dans l'infrastructure, dans les salles de bain, dans plus de charrettes pour les déplacés qui n'attendent pas en ligne. Donc, ça nous a vraiment permis de grandir et dans nos revenus, ça a augmenté de 450 % dans 5 années. Donc, ça nous a vraiment... Ça nous a donné l'argent qu'on avait besoin pour amener notre ferme au point où on le voulait. Merci. C'est gentil. Donc, parce qu'on charge un frais d'admission à l'année, on a quand même des clients qui voudraient revenir souvent et on ne voudrait pas perdre non plus ces gens-là. Des gens qui viennent dans l'attente des bleuets, qui voudraient venir à toutes les semaines cueillir des bleuets pour remplir le congélateur. Ils sont de moins en moins fréquents. On a moins de ces gens-là, mais on ne voulait pas les perdre non plus. Donc, on a commencé un système de passeport saisonnier. Donc, les gens peuvent, pour 22 $ par personne, avoir accès en tout temps. Donc, l'admission est gratuite à l'année. Ça n'inclut pas les fruits qu'ils vont cueillir. Il faut quand même payer pour les paniers ou les sacs pour cueillir des fruits. Mais ça les encourage de venir plus souvent. Et en fait, maintenant, avec 700 personnes qui sont abonnées à ces passes saisonniers, on voit qu'ils reviennent en moyenne 6 fois par année. Donc, c'est vraiment intéressant pour nous. Ça devient des clients vraiment loyaux et avec un formulaire d'inscription, on commence à connaître leur nom parce que là, ils sont en train d'écrire, on peut les envoyer une infolettre, on peut avoir beaucoup plus de contact avec eux, puis les en parler de notre ferme. Et ça nous fait que ce qui est vraiment intéressant, c'est que parce que c'est un passeport saisonnier pour l'année calendrier, donc il faudrait l'acheter en printemps pour que il y ait plus de valeur pour l'année, parce qu'elle va être valide jusqu'en fin décembre. Donc, ça nous fait quand même des revenus de 15 000 au printemps où on a très peu d'activités et ça nous fait un roulement d'argent pour payer nos employés à temps plein et plein de choses qui se passent au printemps. Donc, c'est une excellente manière d'avoir des revenus dans un temps de l'année où c'est quand même assez tranquille. D'autres bonnes pratiques qui ont sorti, qu'on a été demandé de parler, c'est dans nos méthodes organisationnelles. On a embauché, il y a quelques années, une gérante des ressources humaines, ce qui nous a permis de structurer un peu notre entreprise. On est quand même une petite entreprise familiale, c'est moi et Philippe qui sont copropriétaires. Et c'est quand même un employé qui a travaillé avec nous pendant longtemps, mais qui a étudié dans ça et elle nous a aidés vraiment à définir nos postes. Auparavant, la caissière, elle faisait aussi emballer des tartes, elle faisait aussi peler des pommes, elle s'en allait dans le champ accueillir des gens, puis on faisait plusieurs choses. Et quand on a grandi un peu plus, il fallait vraiment définir ces postes-là, puis ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas personne qui en fait 2 ou 3. Mais vraiment, c'est quoi les tâches qui sont liées à ces postes-là? Quand on embauche quelqu'un, c'est vraiment clair, vous êtes embauché pour travailler à la caisse ou vous êtes embauché à travailler dans la cuisine. Mais aussi dans tout ça, de nous définir des départements. Donc, on a un département de cuisine, on a un département de production de champs, on a un département dans le magasin, un département de groupe scolaire. Et donc, on a des chefs de chacun de ces départements. Et ce que ça nous aide, c'est dans la communication, parce qu'il y a quelqu'un qui est en charge de chacun des départements. Et l'exemple que je donne, c'est qu'auparavant,
s'il y avait un client dans le champ qui est en train de faire la cueillette de pommes, qui vient voir Philippe Quinn, le propriétaire, pour dire « J'ai un plainte à porter, ils m'ont pas dit à la billetterie quelle sorte de pommes qu'on cueillait aujourd'hui, puis je pensais qu'il y avait des empires, puis il n'y en a plus, puis je suis fâchée. » Bien là, qu'est-ce que Philippe Quinn il faisait? Il s'en allait directement aux employés de la billetterie pour les chicaner, pour dire « Pourquoi tu ne dis pas aux clients qui arrivent qu'on n'a pas d'empire maintenant, ils sont terminés? » Mais il y a plusieurs choses qui ont pu se passer. Un, peut-être l'employé à la billetterie, elle a bien dit aux clients qu'il n'y avait plus d'empire, on a expliqué, puis ils n'ont pas l'entendu. Peut-être la personne en charge des employés dans la billetterie ne les ont pas formés, ils ne les ont pas demandé de dire quoi dire aux clients. Peut-être on les a dit, quand vous arrivez dans le champ, il y a quelqu'un qui va vous accueillir, puis ils vont tout expliquer rendu là-bas. Il y a plusieurs choses qui ont pu se passer. Donc maintenant, on a un système de, il faut aller voir la personne en charge de ces départements-là, en cas de la billetterie, c'est moi, pour m'informer qu'on a des gens dans le champ qui sont en train de dire qu'ils n'expliquent pas comme il faut dans la billetterie qu'est-ce qui se passe. Et comme ça, je peux m'assurer que, oui, ils savent qu'ils devraient le faire. Y a-t-il quelqu'un qui n'est pas ici aujourd'hui, mais qui va être là demain, puis je devrais les dire, qui devrait le dire, ou qu'on se fait une réunion en disant, bien, c'est comme telle affaire, peut-être il faudrait faire une affiche pour que ça soit bien décrit en avant. Et on a découvert, la communication se fait beaucoup plus facilement, puis entre départements, parce que pendant qu'on grandit, ça devient compliqué et ça nous a vraiment aidé à s'assurer que tout le monde soit sur la même page puis qu'on travaille tout ensemble dans la même direction. Dans les bonnes pratiques à venir, quand on a rempli le sondage, ça fait quelques temps quand même, donc on avait l'idée de mettre en place un processus d'évaluation de performance des employés. C'est déjà en place. Depuis ce temps-là, on a commencé à le faire. Et ce qui a aidé, c'est d'avoir des postes définis. C'était notre but de vraiment définir chacun des postes des employés. On peut relier toutes ces tâches et ces responsabilités-là dans l'évaluation de leur performance. Donc, ce qui est relié à l'augmentation de salaire et s'ils voudraient faire une promotion puis augmenter dans l'entreprise, bien, toutes ces évaluations se font relier à ce qu'on les demande et de quoi sont responsables dans l'organisation. Même des employés qui sont là depuis 30 ans, on le fait quand même. Ça fait aussi une bonne ouverture d'avoir des discussions, comment ça va, qu'est-ce que nous, on pourrait faire pour aider que ça va mieux dans l'entreprise. Donc, ça nous fait beaucoup de feedback aussi pour améliorer qu'est-ce qu'on fait dans notre entreprise. Et une autre bonne pratique à venir, c'est de mettre en place une méthode d'évaluation de nos coûts de revient. C'est très facile quand on achète des choses puis sont revendues dans notre boutique de dire on veut un marge de 30 % puis on connaît notre coût puis on va faire cette partie-là. Mais dans toute la transformation, c'est beaucoup plus compliqué. On sait qu'est-ce qu'on a à faire, mais de dire nos pommes, ils ont une telle valeur, combien de temps ça a pris pour les peler puis les trancher, combien de temps ils ont été au congélateur puis il y a une valeur sur ça. Quand on les a sortis puis on a fait un beurre de pommes, c'était quoi le temps puis c'est quoi les investissements. Donc, juste un petit pot de beurre de pommes, la complexité de tout quand il est, puis on le connaît tout. Donc, nous, c'est vraiment dans l'année qui s'en vient, c'est dans nos projets et on a identifié un employé qui va travailler sur ça. Donc, ils vont travailler avec l'équipe dans la cuisine, s'assurer qu'on est tout en train d'écrire combien de temps, combien de quantité, pour avoir combien de pots à la fin, pour essayer de rentabiliser la production et pas juste se baser sur les profits sur l'admission, mais qu'on peut s'assurer que le restant de la production soit rentable aussi. Donc, c'est tout. Merci beaucoup. Bonjour, moi je me présente, je suis Alain Demois de la cidrerie du Minot. Nous, notre entreprise, on a été la première cidrerie artisanale au Québec. On fête notre 30e anniversaire cette année. Donc, vous pouvez vous imaginer qu'il y a eu beaucoup de changements à travers les années. Là, aujourd'hui, on va vous expliquer un peu les derniers changements qu'on a faits avec nos meilleures pratiques. Comme vous pouvez voir, nos principaux changements, mais là, c'est marqué, je sais, sur la fiche, il y a eu une petite erreur, c'est pas depuis 2011. C'est depuis 2016, les changements que je vais vous montrer. C'est dans quand même un court délai qu'on a réussi à faire tous les changements qu'on a réussi à... On a changé premièrement l'image de marque. On a refait toutes les étiquettes de la compagnie.
On a juste été changer notre logo, qui était le premier logo que mon père avait conçu dans les années 88. Et quand moi et ma soeur, on a pris la relève, on a décidé de le changer. Je peux vous dire que ça n'a pas été très simple de convaincre mon père de changer son logo. Mais il était un petit peu trop compliqué et il fallait le simplifier. On a aussi fait le relooking de la boutique. On a fait une intégration sur les réseaux sociaux. On a engagé une firme pour ça. On s'est dit qu'on n'avait pas assez de temps à l'interne. Donc, on a préféré, nous, faire une firme externe pour gérer nos médias sociaux. Comme ça, on s'assure que c'est bien fait. On a aussi travaillé avec Nadia Dufault. Elle nous a fait un beau diagnostic sur l'entreprise qui nous a fait faire beaucoup de changements. D'ailleurs, le relooking de la boutique et tout ça, c'est après le passage de Nadia. Elle nous a fait dépenser, comme on pourrait dire, beaucoup d'argent. Comme vous pouvez voir la boutique avant et après le passage de Nadia. Vous pouvez voir que la boutique avant, c'était très chargé. Des couleurs plutôt foncées. On ne voyait pas bien les produits. Les produits n'étaient pas bien mis en valeur. Donc, on a changé la couleur des murs. Comme vous pouvez voir, on a choisi le blanc pour vraiment mettre les produits en valeur. Juste que le comptoir, elle nous a conseillé de le mettre en blanc pour que quand on fasse la dégustation, on voie bien la couleur du produit lorsqu'on fait la dégustation. Comme ça, on peut mieux décrire notre produit. Et ça simplifie les choses et le monde apprécie beaucoup parce qu'on peut mieux les former comment vraiment faire une bonne dégustation. On a aussi changé nos verres. On avait avant des flûtes à champagne parce qu'on est spécialisé dans les mousseux. Donc, pour nous, c'était tout naturel d'avoir une flûte à champagne. Nadia nous a dit pas le bon verre, c'est pas bon pour la dégustation, ça ne dégage pas assez les arômes. Donc, on a changé tous nos verres de dégustation pour des verres Inao, ce qui est aussi une bonne dépense. Après ça, on a mis aussi on s'est fait une ère où on a des petites vidéos qui montrent les machines en production. On s'est fait des vidéos sur plusieurs, comme le pressage des pommes, l'embouteillage, pour que le monde puisse voir les machines en production. Parce que pas nécessairement que quand ils viennent la fin de semaine, qu'on va presser des pommes ou qu'on va embouteiller. Donc, ils voient la belle machine, mais ils ne voient pas en fonction. Donc, on a créé des vidéos pour leur montrer comment c'est en fonction. Ce que les clients apprécient beaucoup. Aussi, on a mis les produits par catégorie. On a fait vraiment, comme vous pouvez voir, 3 barils, puis c'est pour séparer les produits, selon si c'est un cidre tranquille, un cidre mousseux ou un cidre de glace. Comme ça, pour quand le monde regarde les différents produits, soient facilement identifiables les catégories de produits. Après aussi, avec les conseils de Nadia, on a fait une visite, un circuit auto-guidé. On a mis à l'extérieur plusieurs panneaux qui vont permettre aux visiteurs, c'était surtout pour désencombrer la salle de dégustation. Parce que quand on était en dégustation, des fois, le monde arrive, on est en cours de dégustation, on ne veut pas nécessairement recommencer, donc on leur donne une feuille où ils ont un plan de où sont les différents panneaux. Comme ça, ils peuvent faire une visite autoguidée, ils peuvent voir plein de petites choses, et ça leur permet de pouvoir patienter jusqu'à la prochaine dégustation, sans qu'ils se tournent les pouces. Comme ça, ils sont intéressés, ils ne voient pas le temps passer, puis quand c'est rendu leur tour, ils nous disent « Ah, déjà? » Donc, ça a vraiment simplifié beaucoup, beaucoup les choses. Dans notre circuit, on a une page historique, l'explication, c'est qui les fondateurs, l'histoire de la cidrerie, pour vraiment montrer l'évolution. On a aussi quel type de culture qu'on privilégie. Donc là, nous, ici, c'est la culture raisonnée. On explique c'est quoi la culture raisonnée pour vraiment que le monde sache un peu comment on fait nos produits. Et on a aussi, on explique les vergers, c'est quoi les types de pommiers, c'est quoi la différence entre un nain, un semi-nain, un traditionnel. Nous, pourquoi on a privilégié tel type de pommier. On explique aussi les variétés de pommes. Puis, dans les variétés de pommes, on leur dit dans quel produit ça va et pourquoi ça va dans ce produit-là. C'est quels sont les arômes qu'on a voulu aller chercher dans les variétés de pommes. Comme ça, quand le monde arrive déjà à la visite,
ils ont déjà plus de renseignements. Puis ils sont déjà plus intéressés à qu'est-ce que la dégustation va être. Puis même, ils nous arrivent dans les dégustations, « Ah, là, je vois pourquoi vous utilisez la Macintosh. » C'est vrai que ça l'amène plus d'acidité. Donc, ils sont comme plus intéressés. Ils ont déjà une partie de connaissance. Mais aussi, on a notre musée. On a un petit musée où on a recueilli des vieux équipements à travers les années. Comme là, ce que vous voyez, c'est la photo de notre presse à pommes. C'est une presse à pommes qui date de 1850. C'est notre presse familiale. Elle a toujours appartenu à notre famille. Donc, c'est un petit clin d'œil à nos patrimoines qu'on montre. Puis c'est tous des éléments qui nous permettent de faire patienter aussi les clients en attendant. Aussi, pour nos choses, on a ce qu'on appelle, on est en train de créer une matrice de rôle dans notre entreprise. On est en train de vraiment de déterminer les rôles de tout le monde dans l'entreprise. Qui sont responsables? Qui il faut qu'ils soient consultés? Qui il faut qu'ils soient informés quand on fait quelque chose? Et on va quand tout ça, là on est en processus de le faire, quand tout ça va être fini, on va pouvoir le divulguer à nos employés et clarifier beaucoup d'interrogations au niveau des employés pour la communication. Parce qu'une fois cette opération-là faite, tout le monde va savoir qui fait quoi. Donc, quand ils auront une question, ils vont savoir exactement à qui s'adresser dans l'entreprise. Pas aller voir quelqu'un, « Ah, non, c'est pas moi qui s'en occupe. » Aller voir une autre personne, « Ah, c'est pas moi qui s'en occupe. » Une fois que vraiment cette chose-là va être faite, tout le monde va savoir exactement qui fait quoi dans l'entreprise. Donc, il va y avoir beaucoup moins de perte de temps. Parce que le monde va s'informer à la bonne personne en partant. Aussi, on fait beaucoup de maillage d'affaires avec des produits terroirs. On travaille avec une chocolaterie du coin, aux 3 chocolats, où on fait faire un chocolat à partir de cidre de glace qu'on vend dans notre boutique. On travaille avec les charlatans qui font des sirops pour des cocktails. Donc, on a élaboré toute une série de cocktails qui sont faits avec ces sirops. On les présente à la cidrerie, puis on vend ces sirops à la cidrerie aussi. Donc, le monde peut acheter ce qu'ils ont besoin pour faire leur cocktail après chez eux. Donc, ça nous permet de générer aussi des ventes supplémentaires. Et aussi, présentement, je suis aussi en train de travailler avec une personne pour les foie gras, pour faire un foie gras à partir de mon site de glace, pour pouvoir faire la dégustation du foie gras avec mon site de glace et en même temps le vendre dans ma boutique. Donc, c'est toutes des petites choses qu'on essaie de travailler au fil des années. On a aussi des petits projets, mais là, comme vous le voyez, on ne peut pas en parler pour l'instant. C'est pas mal ce qu'on a. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous les poser.